Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors on revient sur le jeu HeroQuest et plus particulièrement sur l'extension Les Jungles de Deltrac. Donc je vous ai fait une présentation du contenu de la boîte dans une de mes précédentes vidéos et maintenant avec vous, je vais analyser dans un premier temps les cartes qui sont accompagnées plus en détail et par la suite je vous ferai également voir également les règles un peu plus particulières. On va s'arrêter un petit peu dessus sur le livret de quête. Alors, voilà nos cartes. Donc, vous en avez 36 nouvelles donc dans l'extension Les Jungles de Deltrac. On va commencer par nos personnages. Donc, vous le savez, nous avons donc, le Berserker comme nouveau personnage. Vous avez accès à deux figurines concernant le Berserker, la figurine masculine et féminine. Donc, les capacités, je vais revenir dessus. Voilà, les deux personnages. Donc, dés d'attaque 3, dés de défense 2, 7 en point de vie, esprit 2, déplacement 2 dés rouges, arme de départ, épée barbare. Bon, ça, je trouve un peu abusé, parce que du coup, entre le barbare et le berserker, vu les capacités qu'il a, on pourrait avoir envie de jouer plutôt le berserker. Il y a quand même une différence, bien sûr, il faut quand même valoriser les personnages de la boîte principale. Si on regarde le barbare, eh bien, la différence, c'est que, voilà, il a un point de vie supplémentaire. Bon, je trouve que c'est pas encore assez flagrant pour comment inciter le héros à préférer le barbare au berserker. Alors, voyons plutôt les capacités de celui-ci. On a, dans un premier temps, on a rage. On nous dit en utilisant une action vous pouvez perdre jusqu'à 2 points de vie pour immédiatement effectuer une attaque. Ajouter un nombre de dés d'attaque égal au nombre de points de vie perdus. Donc, si vous faites 2 crânes, vous avez perdu donc vos 2 points de vie, ça vous fait 4 crânes. Frénésie, en utilisant une action, vous pouvez effectuer. Alors, il faut lire ce qu'il y a en italique en-dessus, hein. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 3 points de vie ou moins. En utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents ou en diagonale en même temps. En gros, vous faites un énorme balayage tout autour de vous. Et coup pour coup, voilà, cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 5 points de vie ou moins. Vous pouvez utiliser cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts, effectuez immédiatement une attaque contre ce monstre. Donc, celle-ci n'utilise qu'une fois, celle-ci aussi, et celle-ci aussi. Alors, je vais les placer dans cet ordre-là, rage, coup pour coup et frénésie, vous allez voir pourquoi. Donc déjà, dans un premier temps, voilà, on vous dit que vous pouvez choisir de perdre jusqu'à 2 points de vie. Donc on rappelle, votre berserker, il a 7 points de vie. Donc ce qui va le ramener, si vous utilisez cette compétence et que vous avez 2 points de vie, va le ramener à 5 points de vie. Donc, vous êtes à 5 points de vie, vous faites une autre attaque, si je comprends bien pour moi, vous faites une attaque supplémentaire à celle que vous avez déjà pu faire. Et vous rajoutez donc vos dégâts. Derrière, vous êtes dans les points de règle qu'il y a ici. Donc, vous avez 5 points de vie au moins. Donc, vous pouvez aussi faire votre coup pour coup et riposter à un monstre si jamais, voilà, vous avez reçu des dégâts. Et donc, autre point, donc comme vous avez ça, admettons par la suite, ou alors vous avez que 5 points de vie, vous utilisez cette carte-là, vous descendez à 3. Vous êtes dans le cas de figure ici coup pour coup, et en plus, vous êtes dans le cas de figure de frénésie. En utilisant cette action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents. Voilà. Ça veut dire que votre berserker, si vous jouez intelligemment, que vous avez un adversaire assez dangereux à affronter, où vous êtes entouré par de nombreux ennemis, que la mort est à votre porte, que vous êtes à 5 points de vie voilà, 5 points de vie, on va dire, vous utilisez donc celle-ci pour perdre déjà 2 points de vie, ça vous ramène à 3, et en fait, compte, vous allez utiliser les 3 cartes à la suite. Donc ça, je trouve que c'est un peu cheaté. Ça représente clairement, bon, notre ami Berserker, mais ça peut se révéler dangereux aussi, hein, parce que là,
3 points de vie, vous êtes, si vous ratez vos attaques, vous êtes un peu cuit. On va s'arrêter un petit peu sur, le dos, des cartes de capacité du berserker. Alors ce côté rouge avec cet éclair au milieu, je trouve ça sympathique, ça montre bien, l'énergie, la rage et la brutalité du berserker. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour le berserker. On va voir maintenant notre explorateur. Alors pareil, vous avez donc, 2 figurines dans la boîte, donc la fille et le garçon. Caractéristiques, 2 dés d'attaque, 2 dés de défense, 5 points de vie, 5 points d'esprit, 2 dés rouges pour le déplacement. Arme de départ, hachette. Bon, ça me pose un problème. J'en ai déjà parlé lorsque j'ai présenté le contenu de la boîte. On va maintenant comparer avec le joueur nain, qui est ici. Alors mon nain, lui, on a 2 dés d'attaque pareil, 2 dés de défense pareil, 7 points de vie, donc contre 5 points de vie pour l'explorateur. Alors, 3 points de vie seulement pour le nain et 5 points d'esprit pour l'explorateur. Alors, l'explorateur, on pourrait penser que voilà qu'il est désavantagé, mais avec les 5 points d'esprit, ça le rend plutôt intéressant. Surtout qu'il a des capacités qui deviennent intéressantes. 5 points de vie, on est quoi? À un seul point de vie de plus que l'enchanteur? C'est léger, quoi. Ça veut dire que ce personnage-là, c'est sûr qu'on va pas trop l'envoyer au corps à corps. Alors que moi, d'habitude, quand je joue le nain, lui, je l'aime bien envoyer au corps à corps, je préfère le jouer au barbare à cause de sa compétence de chercher les pièges et de les désamorcer. Alors, puisqu'on parle de capacité, donc nous avons expert en piège. Une fois par tour, quand vous vous déplacez sur une case adjacente à au moins un piège, Sargon doit vous en avertir. Donc en gros, l'idéal atteint un piège. Cependant, il ne place pas les tuiles de piège sur le plateau. Les pièges sont toujours considérés cachés et non déclenchés. Bon, ça veut dire que derrière, il faut que vous cherchiez le piège. Si vous voulez exactement voir, enfin voilà, l'emplacement. Bon. Sixième sens, une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège dans le deck trésor, vous pouvez remettre cette carte au-dessous du deck et en piocher une nouvelle. Alors ça, c'est plutôt balèze. Alors bien sûr, je suppose que si jamais on retombe sur une deuxième carte piège, on va pas repiocher, sinon ça serait infini. Et à ce moment-là, notre explorateur, il tombe jamais dans un piège. On est d'accord que il va défausser le premier piège, mais pas le deuxième. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et enfin, la dernière carte, chasseur de trésor. Ça, je trouve ça un poil abusé. À chaque fois que vous piochez une carte dans le deck trésor qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouvez 25 pièces d'or supplémentaires. Bon, en gros, quoi, il faut envoyer le nain chercher tous les trésors. Parce qu'à chaque fois, il va rapporter 25 pièces d'or en plus. Ou alors, c'est un gros égoïste et il va se garder que ses pièces que pour lui, quoi. Voilà. Donc lui, très utile pour ce qui est des pièges. Alors, je suppose, mais on ne nous le dit pas dans les fiches, je vais regarder ce qu'on dit sur les descriptions de l'explorateur. Vous êtes l'explorateur, un aventurier tenace, avec un talent pour découvrir ce qui est caché. Vous ne portez pas d'armure en métal parce qu'elle vous gênerait pour éviter les pièges. Comme le nain, vous pouvez désamorcer les pièges sans utiliser une trousse à outils. Quand vous le faites, lancez un dé de combat. Si vous obtenez un bouclier noir, vous échouez. Tout autre résultat est un succès. Voilà. C'était ça que je voulais voir. Donc, il peut désamorcer les pièges comme le nain. Donc, alors évidemment, si en plus, il les repère grâce à son sixième sens, voilà, là, on a tout pour dénicher les pièges et dénicher les trésors. Alors, je vais revenir sur les armes dont sont équipés ces personnages. L'explorateur, il en a un seul, quoi. Je ne sais pas pourquoi, cette arme-là, moi, je ne me la vois pas l'utiliser. Elle est ici, cette hachette. Quand vous utilisez cette arme, lancez 2 dés d'attaque. Ça va. Elle peut également être lancée sur tout monstre trouvant dans votre champ de vision. Mais elle ne peut pas être récupérée et est perdue une fois lancée. Elle ne peut être utilisée par l'enchanteur. Bon. Cette arme, elle s'utilise au corps à corps, elle peut être lancée. Bon, au corps à corps, ça va, vous avez toujours vos 2 dés d'attaque, mais si vous la lancez, elle est perdue. Donc voilà, bon, c'est pas super génial, quoi. À part le fait que, bon, à la différence de l'épée courte, il peut la lancer, mais je vois pas l'intérêt de lancer une hachette, à moins d'en avoir une deuxième, sinon vous allez la perdre. Bon, voilà, ça c'est l'arme de départ de l'explorateur. Moi, je suis pas trop fan de la hachette. Et pour mon berserker, voilà, il a l'épée barbare, ce qui fait qu'il a 3 dés d'attaque. Comme le barbare, quand on regarde la figurine et quand on regarde les illustrations,
Et ben, le barbare, c'est pas une épée barbare enfin, le berserker, c'est pas une épée barbare qu'il a. C'est une grosse hache. Moi, pour moi, ce qu'il a dans la main, c'est la hache de combat. Sauf que la hache de combat, elle est là, donc cette hache lourde à double tranchant vous procure une capacité d'attaque de 4 dés de combat. On ne peut pas utiliser un bouclier avec cette arme, ne peut pas être utilisé par l'enchanteur. Voilà. Si on avait mis ça d'office comme arme de départ du berserker, il serait plus avantagé que le barbare. Du coup, voilà. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis l'épée barbare. Ils se sont dit, on va quand même pas lui mettre une épée courte, mais on va pas non plus lui mettre l'âge de combat, en sachant que cet équipement, bien sûr, est toujours disponible pour votre berserker si vous voulez le renforcer. On arrive à nos deux compagnons, le Vélociraptor, 8 en déplacement, 2 dés d'attaque, mais vous avez un astérisque pour nous dire que le Vélociraptor peut se déplacer avant et après avoir effectué une attaque. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc 8 en mouvement avant l'attaque et 8 en mouvement juste après. Donc ça veut dire que votre animal, il va se déplacer et il va pouvoir ensuite se retirer. 2 dés en défense, 3 points de vie, c'est sympathique, 3 points d'esprit. Alors là, je comprends pas pourquoi, c'est un animal, bon, 3 points d'esprit, vous vous rendez compte que si je reviens, il en a autant que le nain, il en a plus que le barbare. C'est pour représenter le fait qu'il est rusé, mais que là, c'est un poil abusé. Bon. Le croc de sabre, 10 en déplacement, 2 dés d'attaque. Alors lui, on nous précise qu'il peut attaquer en diagonale. Voilà, il pète ses grosses patounes, lui permettent de frapper sur les côtés. 3 dés de défense, 5 points de vie, c'est plutôt sympathique par rapport au Vélociraptor. Un point d'esprit, ça me paraît plus logique pour un animal de compagnie. Voilà. Donc je rappelle les règles pour les compagnons en dehors de cartes spéciales. On vous dit que si vous êtes moins de 4 joueurs, à ce moment-là, un des joueurs peut jouer un compagnon animal, en sachant qu'il ne peut pas ouvrir les portes, ne peut pas chercher les pièges, ne peut pas chercher le trésor, voilà. Il va faire que de l'attaque. Donc vous aviez déjà eu le loup comme compagnon, il me semble, dans la Horde des Ogres. Donc là, avec ces deux-là, ça vous en fait un de plus, voilà, au choix. On arrive maintenant au monstre. La première créature que je vous présente est l'horreur corrompue. J'aime beaucoup cette figurine, ce monstre. Donc 6 points de déplacement, je trouve que ça fait beaucoup pour un végétal rampant. Enfin rampant, il n'est pas vraiment rampant, mais un amas de lianes. 3 dés d'attaque, c'est plutôt sympathique. 2 dés de défense, 2 points de vie et 0 point d'esprit. Ça me paraît logique. C'est une végétation animée. Ce qui va être dangereux pour les héros, ce sont ses règles spéciales. Enfin, sa règle spéciale, racine entravante. En gros, donc, quand votre héros passe à côté de l'horreur corrompue, eh ben, il est stoppé net parce qu'il s'est fait attraper les pieds ou les bras par les lianes. Donc, son mouvement est interrompu et il est obligé d'être adjacent à l'horreur corrompue. Bon. Par contre, on ne précise pas, enfin, suivant la case sur laquelle vous vous déplacez, ce qui veut dire que vous pourrez être soit en contact, soit en diagonale. Ça, bon, ça peut être un point particulier. Si vous êtes en diagonale, ça va vous sauver un peu. On arrive au singe géant, 8 en déplacement, 4 dés d'attaque, 3 dés de défense, 7 points de vie. Donc c'est un gros monsieur. 5 points d'esprit. Alors, c'est parce qu'il est corrompu. On le voit sur cette image avec ce petit diadème vert. Et ce monsieur, donc, a la capacité agile. En gros, il va ignorer le mobilier et les cases qui sont obstruées, les cases difficiles, et même il va ignorer les héros. Il peut passer au travers de toutes ces choses. Alors le suivant, c'est le serpent géant, 8 en déplacement, comme le singe, 4 dés d'attaque, 3 dés de défense, 6 points de vie, c'est pas mal, 3 points d'esprit. Donc par contre, lui, il a comme capacité venimeux et engeance. Alors là, par contre, ça devient intéressant. On va faire avec l'araignée infectée, puisque c'est à peu près la même chose. Donc l'araignée infectée, 7 en déplacement, 4 dés d'attaque, 4 dés de défense, donc un peu plus costaud. 3 points de vie seulement, 4 points d'esprit. Elle a engeance, venimeux et agile. Donc agile, on vient de le voir, elle peut traverser ce qu'elle veut. Donc les terrains difficiles, les héros et puis le mobilier. Et engeance et venimeux, ça s'associe à la carte suivante qui est celle des rejetons.
Les rejetons, c'est particulier. Alors, vous en avez trois sortes. Vous avez les tokens qui vont avec, qui sont fournis dans la boîte. C'est bien dommage parce qu'on utilise beaucoup ces figurines dans le jeu. Et c'est dommage qu'il n'ait pas fait des figurines pour ce type de monstre. 3 en déplacement, 0 dés d'attaque, 0 dés de défense. Ça demande explication, vous allez le voir. Un point de vie, 0 point d'esprit. Alors, donc eux, ils ont venimeux et agile, donc ça bouge un peu partout. Et en plus, ça a du poison. Si un héros termine son tour avec une tuile de rejeton sur sa carte, il subit un point de vie de dégâts pour chaque rejeton qui lui est attaché. Il est impossible de se défendre contre ces dégâts. Donc on rappelle, il ignore le héros, donc ça veut dire que le mouvement, ben, il peut se diriger sous ou à proximité du héros. Et si le héros est donc se retrouve avec plein de rejetons, il va perdre autant de points de vie qu'il y a de rejetons. Donc il n'y a aucune défense pour ces rejetons. Et le rejeton n'a pas d'attaque. Il n'a pas de défense, ce qui veut dire que bon, le héros, comme je le comprends, peut s'en débarrasser en lui mettant un bon coup de pied et c'est fini. Sauf que bon, quand vous en avez 5-6, ça va être compliqué. Alors, on va revenir sur le point de règle venimeux et engeance. Voilà, on vous l'explique ici, page 48. Donc, du livret de quête, venimeux. Si un héros subit des dégâts d'une créature venimeuse, il est paralysé. Donc, en gros, il ne bouge plus. Quand il est paralysé, il ne peut plus se déplacer, mais il peut effectuer des actions. Le héros peut mettre fin à cet effet immédiatement en lançant un dé rouge. Si le résultat est 5 ou 6, il résiste au venin. Sinon, placez un jeton de venin sur la carte du héros. L'effet se dissipe à la fin de son prochain tour. Voilà. Donc, il va être immobilisé pendant un tour. Engeance. À la fin du tour de chaque héros, chaque monstre actif avec la capacité Engeance peut faire l'une des actions spéciales suivantes. Créer un nouveau rejeton sur une case inoccupée adjacente au monstre qui engendre, si une tuile correspondante est disponible, ou déplacer tous les rejetons actifs de ce type. Et à la fin, on nous précise, voilà, si, par exemple, si les héros combattent un serpent géant, à la fin du tour du barbare, le serpent géant choisit de créer un nouveau rejeton, placer une tuile de rejeton de serpent géant sur une case adjacente à la figurine du serpent géant. Le nain joue son tour, à la fin du tour du nain, le serpent géant choisit de déplacer tous les rejetons actifs et parvient à déplacer cette nouvelle tuile de rejetons sur la case occupée par l'elfe. Donc on est bien d'accord, le rejeton se met sous l'elfe, enfin, sur la même case. La tuile de rejeton est placée sur la carte de héros de l'elfe. Maintenant, à la fin de son tour, l'elfe subira un point de vie de dégâts de ce rejeton. Donc on est bien d'accord que mon serpent et mon araignée géante, ils vont s'amuser à pondre de ces bestioles tout autour d'eux et autour de Zargon, eh bien, ces bestioles vont se déplacer pour aller immobiliser, en tout cas se mettre sur un héros qui va perdre un point de vie et en plus, si comme ils sont vénéneux, qui va peut-être en plus l'immobiliser. Donc c'est vraiment des saletés ces trucs-là. Ça va être compliqué. Vous verrez que dans les quêtes des jungles de Deltrac, vous en avez pas mal. On arrive au Vélociraptor, 8 en déplacement, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 2 points de vie, 3 points d'esprit. On est pareil que le compagnon. Il a comme règle spéciale tacticien rusé. Alors, c'est pratiquement pareil que votre compagnon. Il y a une petite différence. On vous dit que ce monstre peut se déplacer avant et après avoir effectué une action. Ça, on est pareil que le compagnon. Mais après, on nous précise, il lance un dé d'attaque supplémentaire quand il cible un héros adjacent à ou en diagonale par rapport à un autre monstre. Donc en fait, si votre héros est déjà entouré d'au moins un monstre, eh bien, le Vélociraptor va avoir un dé d'attaque supplémentaire. Il va passer à 4. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça représente le fait qu'on se retrouve carrément dans Jurassic World. Hein. Voilà, vous avez deux Vélociraptors, ça va être un vrai carnage. Là, on est dans du classique, enfin classique depuis la Horde des Ogres. On se retrouve avec l'archer-gobelin, l'archer-squelette. Donc, ce sont les mêmes caractéristiques que vos archers et que vos gobelins et que vos squelettes. La différence, c'est que voilà, les dés d'attaque ici qui sont représentés ici ne sont effectifs que lorsqu'ils sont à distance. Par contre, lorsque vous les attaquez au corps à corps, quand eux ils attaquent au corps à corps, ils n'ont plus qu'un seul dé d'attaque. Et j'arrive avec le dernier, le tisseur de corruption. J'en ai déjà parlé lorsque j'ai présenté le contenu de la boîte Légende de Deltrac. Donc, pareil que le cultiste, la différence c'est qu'il a comme sort flux de terreur et étreinte végétale.
Alors, les sorts de la terreur, vous les avez là. Ils vous sont livrés avec la boîte. L'étreinte végétale est nouveau. Ce sort peut être lancé sur un héros pour l'immobiliser avec des lianes. Placez une tuile de liane agrippante sous le héros ciblé. Il doit lancer un dé de combat. S'il obtient un crâne, il subit un point de vie de dégâts. Et il est entravé par des lianes qui l'empêchent de quitter cette case. Le héros ciblé ou un autre héros adjacent peut utiliser une action pour détruire les lianes et libérer le héros emprisonné. Donc ça, c'est embêtant. Il y a beaucoup d'immobilisation dans cette extension. Flux de terreur. Alors, celui-là, c'est un sort qu'on a déjà vu dans l'extension La Lune de la Terreur. Et ce sort-là pouvait être lancé donc par ces trois personnages-là, donc le cultiste de la terreur, l'esprit de la terreur, ou alors les spectres. Si je dis pas de bêtises. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver, si vous possédez le dé extension, avec deux cartes de flux de la terreur. Bon, ça, on peut supposer que vous n'avez pas l'une ou l'autre des extensions. Donc, flux de terreur, alors c'est assez enquiquinant comme sort. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancez un dé rouge pour chaque monstre adjacent au lanceur de sort pouvant lancer ce sort. Ajoutez un peu le résultat. En gros, quoi, vous avez quatre cultistes, enfin quatre tisseurs de corruption autour de vous. Ça donne, ça vous donne moins de chances encore de vous en sortir. Donc, il jette un dé. Sur un total de 1, 2 ou 3, le héros résiste au sort. 4 ou 5, le héros perd un point de vie. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Voilà, je vous disais, donc, s'ils sont 4 autour de vous, vous êtes sûr de perdre un point de vie. Voilà pour les sorts de la terreur. On arrive à ce que, en général, les héros apprécient le plus, les artefacts. Alors, parmi ceux-ci, on a celui-ci qui va plaire beaucoup aux guerriers courageux. Donc, ceinturon de force. Ce ceinturon enchanté vous permet de lancer un dé d'attaque supplémentaire. Voilà, ne s'applique pas aux attaques à distance. Alors, je crois que c'est la première fois qu'on a un artefact qui permet, bah, un objet d'armure, on va dire, qui permet d'obtenir une attaque supplémentaire. Alors, ça me fait penser, pour ceux qui connaissent la série Lock and Key, à la ceinture d'Hercule, quoi. Ça me fait penser un petit peu à ça, un ceinturon de force, voilà. En plus, on a une tête de lion. Ça me fait carrément penser à ça. On a ensuite, comme autre artefact, bracelet garde-croc. Donc, votre ami Vélociraptor se frotte le museau contre la paume de votre main, ça c'est mignon. Utilisez ce bracelet magique pour appeler un allié animal Vélociraptor. Si le Vélociraptor est vaincu, le pouvoir du bracelet se met en sommeil. Son pouvoir est restauré si le héros, pardon, réussit 2 quêtes sans son aide. Donc cet artefact ne peut être utilisé qu'une seule fois par quête. Ce qui est intéressant, donc, c'est que vous obtenez donc le compagnon Vélociraptor, même si vous avez vos quatre héros. Voilà, jusqu'à ce qu'ils soient éliminés. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a, je vais vous passer en premier le bracelet de la nature. Donc, c'est une armure. Ces bracelets en cuir magique vous permettent de lancer un dé de défense supplémentaire. On a un petit peu l'habitude de ce genre d'objet. Sauf que, avec ces bracelets au poignet, vous pouvez vous déplacer librement sur les cases contenant un mobilier ou un terrain difficile. Vous pouvez également ajouter 2 cases à votre lancer de déplacement. Voilà qui est intéressant. Par rapport aux autres bracelets magiques qu'on a pu voir, là, on a un petit avantage au niveau du déplacement. On ignore le mobilier, les terrains difficiles. Vous verrez que les terrains difficiles, il y en a pas mal dans les jungles de Deltrac, donc ça va être plutôt un gros avantage. Et plus en déplacement, c'est aussi sympa. Le crâne de saphir, donc ça va plaire à l'enchanteur ou aux autres héros. Cette relique légendaire a été taillée dans une pierre de cobalt précieuse et vous donne de l'aplomb et de l'assurance. Avec cet artefact en main, vous pouvez lancer 2 dés d'attaque contre un monstre dans votre champ de vision. Donc, une attaque à distance, 2 dés d'attaque, c'est sympathique. Et enfin, le diadème de Forge-Braise, voilà, un artefact clé dans l'aventure. Ce diadème ancien est orné d'un joyau rouge vif. Il augmente de 1 votre maximum de points de vie et il vous permet de lancer un dé de défense supplémentaire. Ne peut pas être combiné avec le casque, évidemment, puisqu'on le porte sur le crâne. On avait déjà eu des artefacts qui permettaient d'augmenter donc de 1 les points de vie. Là, on vous précise bien qu'il s'agit du maximum de points de vie, alors que dans les autres cartes, on vous le précisait pas, mais bon, c'était induit. Voilà, induit, enfin sous-entendu. Par exemple, on avait l'anneau de robustesse, voilà.
qui permettait d'avoir un point de vie total à son total de points de vie dans sa main. On avait l'amulette du Nord qui est par contre qui cible le barbare, qui permettait de lui avoir qui lui permettait d'avoir 2 points de vie et un point d'esprit au barbare. Alors imaginez si vous ajoutez à ça le diadème de Forgebraise, ben ça vous fait un total de 3 points de vie en plus. Le bracelet elfique, donc accessible qu'aux elfes, fait pareil. Donc quand un elfe porte au poignet ses artefacts brillants, voilà, il ajoute 2 points de vie et un point d'esprit au total. Donc lui pareil, avec la couronne Forgebraise, enfin le diadème Forgebraise, ben dire ça lui fait 3 points de vie en plus. Voilà, des petits combos sympathiques. Bon, il faut avoir ces artefacts, hein, c'est pas des équipements, hein. Donc voilà pour ceci. On arrive justement au trésor. Alors, on commence par les sous. Relique naine ancienne, vous avez découvert un des trésors oubliés de Deltrac, cette élégante œuvre d'art naine vaut 50 pièces d'or. Ouais, ça, on a toujours quand même un petit peu de sous. Cœur d'émeraude de Deltrac, cette rare pierre précieuse a beaucoup de valeur pour les habitants de Deltrac et peut être vendue pour 75 pièces d'or. Voilà. Et on arrive au piège. Alors, je vous montre l'illustration, j'aime beaucoup. Donc, vous trouvez une figurine avec de grands yeux brillants. Quand vous fixez son regard, elle émet un cri strident. Lancez un dé rouge pour chacun de vos points d'esprit. Donc, voilà, l'enchanteur, il a l'avantage pour résister au sort. On va dire que c'est un sort hypnotique. Si vous obtenez un 6, vous résistez aux effets. Sinon, vous perdez 2 points de vie. Votre tour se termine immédiatement. Donc, voilà. Et un autre piège, donc typique des jungles d'Eltrac. Vous vous penchez pour examiner un petit panier en osier rempli d'objets brillants. Soudain, un gros mille-pattes rouge jaillit du panier et saute sur votre main. Placez une tuile de rejeton de mille-pattes géant sur votre carte de personnage. Votre tour se termine immédiatement. Remettez cette carte au-dessous du deck trésor. J'aime bien ce piège parce que il reste, on va dire, actif puisque le rejeton, on l'a vu dans les cartes monstres, eh bien, cette petite bestiole, tant que vous en serez pas débarrassé, elle va vous coller au basque. Et enfin, on termine notre jeu de cartes avec 2 nouvelles cartes d'alchimie. Donc, il s'agit de potions. Potion de sang de serpent, buvez cette potion pour soigner la parésie causée par les créatures venimeuses. Élixir d'agilité arachnéenne, buvez cette potion pour pouvoir vous déplacer librement sur les cases avec une oubliette révélée, un terrain difficile, un mobilier ou un monstre. Potion de sagesse ancestrale, buvez cette potion pour récupérer une capacité ou un sort de héros que vous avez déjà utilisé. Un héros ne peut utiliser qu'une de ces potions par quête. Alors si le berserker réfléchit, ça peut être sympa lorsqu'il va faire utiliser sa capacité qui lui permet de perdre 2 points de vie et de pouvoir rattaquer derrière en additionnant donc les 2 points qu'il a ajoutés aux dégâts. Euh, parce que du coup, il va pouvoir le réutiliser ça. Et classique potion de guérison. Voilà. Donc là, on lance un dé rouge et on récupère le nombre correspondant de points de vie. Si vous êtes comme moi, vous allez être habitué au 1, vous préférez les potions qui vous donnent 4 points de vie automatiquement. Je un petit rappel sur l'alchimie. L'enchanteur, lorsqu'il trouve un établi d'alchimie, peut réaliser donc une potion qui va être soit attirée au hasard, soit définie par le réactif qu'il va utiliser. Les réactifs, ce sont des cartes comme celle-ci. Vous avez reçu donc dans d'autres extensions. Voilà. On vous dit utilisez-la comme réactif pour créer une potion aléatoire en piochant une carte d'alchimie. Soit vous avez des réactifs qui vous obligent qui vous donnent la potion qui correspond. Les règles d'alchimie, je le rappelle, sont expliquées dans l'extension La Lune de la Terreur. Vous les avez ici dans cette extension, page 9. C'est grosso modo ce que je vous ai expliqué, hein. Un héros peut utiliser, enfin créer des potions s'il a le kit de réactif. Donc là, à ce moment-là, s'il est à côté d'un établi d'alchimiste, il pourra faire des potions. L'enchanteur, lui, peut, dès qu'il trouve un établi d'alchimiste, avec un réactif, créer une potion. Donc voilà pour les cartes de l'extension Les Jungles de Deltrac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire de la même manière pour vous présenter donc les règles particulières, spéciales et qu'on va trouver dans le livret de quête. J'en ai abordé un petit peu concernant les monstres. Je reviendrai dessus. Ça va être l'objet de ma prochaine vidéo concernant cette extension. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur le thème d'HeroQuest. N'hésitez pas non plus à vous abonner en cliquant sur la tête de lézard en bas à droite de votre écran. Vous pouvez également mettre un petit pouce vers le haut
pour montrer que vous appréciez donc ces vidéos. N'hésitez pas à mettre également vos commentaires et je vous dis ciao ciao et à la prochaine.